Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui je vais reprendre mes vidéos un petit peu sur la stabilité des bateaux et je vais faire une vidéo où je vais parler de quelques cas de chavirage, donc deux expériences personnelles et puis des expériences d'autres bateaux, et puis on va voir un petit peu de ce que l'on peut en tirer. Alors ma première expérience, quand je dis chavirage, c'est soit un chavirage complet, le tour complet, soit simplement un knockdown, un peu comme dit Moitessier dans son livre La Longue Route, c'est-à-dire les mâts qui sont bien plantés dans l'eau, c'est-à-dire entre 100 et 120 degrés. Alors ma première expérience de ça, j'étais jeune équipier embarqué, et j'embarque sur un bateau de 15 mètres, donc je ne donnerai pas le nom, enfin le type ici. C'est un bateau de convoyage, on était en convoyage professionnel, donc le bateau faisait 15 mètres par 4 mètres quelque chose, j'arrive pas à retrouver parce que je me souviens plus exactement l'année à laquelle ça s'est passé, donc je retrouve pas tout à fait le modèle précis. Et le bateau faisait dans les 13 tonnes, je dirais. Donc on s'est retrouvé au large du Portugal, on était en fuite dans du mauvais temps, mais pas un mauvais temps très fort, je dirais 40 nœuds de vent, pas plus. Mais on s'est retrouvé dans une mer vraiment extrêmement forte. Donc naturellement, à l'époque, les pilotes électriques étaient devenus incapables de barrer le bateau. Et donc on faisait des quarts de barre. Et le skipper, trouvant que être seul sur le pont, ça pouvait être difficile, puisque on était complètement coincé là-bas, on ne pouvait plus enclencher le pilote, on faisait les quarts deux par deux. Donc ça veut dire que on était 4, donc lui faisait le quart avec une équipière, et moi je faisais le quart avec un autre équipier. L'inconvénient pour lui, c'est que lui il barrait tout seul, parce que l'équipière était incapable de barrer, elle n'était pas assez compétente pour ça. Et donc la mer était très forte, donc on avait de la houle qui était assez haute, mais surtout les vagues étaient très très pentues, et le bateau était très difficile à maintenir en route. En plus on n'avait pas de tangon, donc il ne fallait pas trop qu'on approche du vent arrière, sinon on risquait l'empannage au niveau du foc, donc avec le risque de déchirer. Et donc moi je dormais, j'ai senti le bateau partir, je me suis réveillé sur le plafond du bateau. Ça s'est stabilisé un petit peu comme ça, je me suis demandé si on allait passer complètement à l'envers, et puis c'est revenu. Ça n'a pas été très violent, en tout cas à l'intérieur, je ne l'ai pas ressenti de façon très violente. Voilà. Mais à l'extérieur, lui, le skipper qui était à la barre, lui, il l'a trouvé quand même de façon plus violente. Et donc, ce qu'il m'a raconté, c'est que il barrait, la vague est arrivée, il a essayé d'abattre pour suivre la vague, et il n'a pas réussi à tenir le bateau, et le bateau a commencé à partir au lof, et puis la vague, avec la pente, elle a commencé à coucher le bateau, déferlante, et puis le bateau s'est fait, entre guillemets, coucher, et que le mât était parti dans l'eau, et bien, c'est-à-dire qu'on devait être à 120 degrés, on devait pas être loin du point de non-retour et de faire le tour complet, Donc l'analyse que j'en ai de ce qui est arrivé, elle est, je dirais qu'il y a deux raisons principales à ceci. Premièrement, naturellement, la fatigue de l'équipage, donc particulièrement pour le skipper qui barrait tout seul, etc. Donc je pense que ça a dû jouer. Quand vous êtes fatigué comme ça, vous anticipez un peu pas aussi facilement, etc. Mais c'est pour moi pas la cause principale. La cause principale de ce bateau, de ce départ au lof, et pour moi, en dehors des conditions externes de houle, etc., qui étaient assez exceptionnelles, d'accord, mais était que ce bateau n'était pas assez stable au portant. Voilà. Donc on était en fuite, au portant, c'est extrêmement important d'avoir un bateau qui est stable de route. Or à l'époque, dans cette marque-là, il faisait beaucoup de bateaux qui avaient des safrans trop petits. Alors moi j'ai longtemps pensé que c'était dû parce que c'était des bateaux qui étaient inspirés de la JOR. Après sur une discussion sur ICO, on parlait de ça, des gars disent que non, les bateaux York n'avaient pas ce défaut-là. Moi j'avais entendu le contraire. Bon, enfin bref. Ne nous apesantissons pas sur les causes, mais le résultat c'est que ce bateau-là, en tout cas, ce qui est certain, comme d'autres bateaux de cette marque-là, parce que j'ai fait 3 transats à cette époque-là sur des bateaux de cette marque-là avec différentes tailles, tous avaient des problèmes de stabilité de route et avaient été extrêmement difficiles à barrer vent arrière. Donc c'était dû, à des safrans qui étaient trop petits, qui manquaient de surface, donc un problème d'efficacité de safran.
D'autant plus quand vous êtes dans la houle et que vous retrouvez à un moment le safran qui est un peu dans la mousse en haut et tout, qui est quasiment, il y en a un bon bout qui sort dans l'eau, qui sort de l'eau quand la vague elle passe sur au niveau du cul du bateau. Et en plus, probablement des formes, une répartition de poids, peut-être trop de poids dans les hauts, des formes rondes, pas de bouchin qui stabilisent, etc. Donc les bateaux étaient extrêmement rouleurs, d'ailleurs c'était des transats qui étaient assez infernales, quoi. Voilà. Donc tout ça fait que le bateau n'était pas stable. Or, si vous vous mettez en fuite dans un coup de vent, la première qualité qu'il faut que le bateau il ait, c'est la stabilité de route. Si vous ne réussissez pas à rester stable sur votre route, ben là c'est le départ au lof et le risque de chavirage. Et n'oubliez pas qu'avec ma société Service Nautique Laurent, je propose des services de coaching pour vous aider à choisir le voilier de votre voyage. Ce sont des sujets, entre autres, que j'aborde, la stabilité du bateau, mais aussi d'autres points. Je fais aussi des cours de voile en présentiel sur votre bateau pour vous aider à mettre à niveau votre bateau, tant du point de vue technique que du point de vue connaissance que vous auriez besoin. N'hésitez pas à aller visiter mon site, je mets le lien dans la description en dessous de la vidéo. La deuxième fois où j'ai chaviré, c'était sur un Sélection 37. Et là, j'étais le skipper, c'était ma première transat retour, j'étais sur un Sélection 37. Alors un Sélection 37, c'était un plan Michel Joubert, ça faisait 10,87 m ou 11,35 m hors tout par 3,25 m de large, pour un tirant d'eau d'1,90 m, avec 4 tonnes un poids de 4 tonnes 10. Donc c'était des bateaux de régate, course croisière, c'était le bateau du Tour de France à la voile, quelques années avant. Donc un bon rapport de poids lest avec un tirant d'eau d'1,90 m. Le premier bateau, aussi le bateau de 15 mètres à l'époque, là, ces bateaux dans cette marque-là, ils avaient aussi un tirant d'eau assez élevé, quoi. Et donc là, on s'est retrouvé vraiment dans du très très mauvais temps. Là, je pense qu'on devait être pas loin d'avoir 60 nœuds de vent. Oui, je pense qu'on était dans les eaux là, dans les 60 nœuds de vent. Et on venait de prendre le 3e riz et de mettre le tourmentin. Et en fait, le voilier a échappé au barreur, a fait un départ au lof et il s'est couché. Là aussi, bien, quoi, hein, le mât était vraiment dans l'eau. Je pense qu'on était... enfin, il n'y avait quand même que la tête de mât, donc on devait être à 110 degrés, pas plus, quoi. Et le bateau est revenu immédiatement. Donc là, pour moi, j'analyse aussi là tout simplement, en fait, une erreur de ma part. C'était ma première transat retour, c'était ma première expérience vraiment de vent, de coups de vent aussi violents. Et en fait, j'étais trop toilé. Alors, le bateau était capable de supporter ce genre de toile, il était conçu pour ça. Un bateau de course, donc accéléré à 15, 16, 17, 18 nœuds, c'était normal pour lui. Mais disons que dans le cadre d'une croisière où on n'est que 3 à bord, au milieu de l'Atlantique, où on n'était pas pressé à une journée près, on n'était pas en course, bah voilà, c'était idiot, complètement idiot de tirer autant sur le bateau. Et j'augmentais la difficulté pour les équipiers, donc voilà, il y a eu un départ au lof comme ça. Donc là, moi, c'est vraiment la cause, à mon avis, c'est ça, c'est que j'ai trop tiré sur le bateau, quoi. J'ai trop exigé de mon bateau et de mon équipage. Après, que ce soit ce premier cas ou le deuxième cas, le premier cas du bateau de 15 mètres et le sélection, là on a bien senti, on sentait bien le phénomène que j'ai expliqué dans mes autres vidéos, vous savez, le phénomène du croche-pied pour les bateaux qui ont un fort tirant d'eau. Parce qu'on sentait bien que quand le bateau il commençait à partir, à un moment, voilà, ça faisait... à partir d'un certain moment, une fois que le bateau il part, c'est fini, ces bateaux-là, vous n'arrivez pas à les rattraper, quoi. Et vous sentez bien qu'à un moment, il y a ce phénomène de croche-pied dans la vague, et que le bateau se met à basculer assez violemment. Et là, on est aussi tout à fait dans ce que j'avais expliqué dans les vidéos où je parle les vidéos précédentes, hein, que je vous encourage à aller voir, entre autres surtout celle sur la houle, où j'expliquais bien aussi le phénomène de giration une fois que vous êtes parti au lof. Alors ce qui est intéressant là dans les deux cas, là, c'est qu'on était en fuite, hein, ce qui est considéré par certains youtubeurs comme la solution miracle. Ben, vous voyez que dans le cas là, ça n'a pas tout à fait suffi pour nous assurer une parfaite sécurité.
Alors, il y a un autre cas que je vais vouloir traiter, parce qu'il est intéressant, c'est le cas de Mill Smithon, avec sa femme Beryl. Bon, ça se passait dans les années 50, il y avait un chat et un équipier aussi à bord. Ils ont écrit un livre que j'avais lu, Jamais 203, et le bateau s'appelait Tsu Hang. Alors là, c'est un déplacement lourd, 13 mètres, 14 tonnes, et qui était en bois massif hyper costaud. Donc eux, leur croisière, c'était, ils voulaient partir du Chili, s'éloigner des côtes, puis s'éloigner des côtes, descendre plein sud, et puis passer le Cap Horn. Voilà, c'est un des premiers voiliers à avoir tenté le passage du Cap Horn. Bon, avant, il y a eu Vito Dumas qui l'avait fait, mais enfin voilà, c'est un des, on va dire, dans les premiers à vouloir aller passer le Cap Horn. Alors, ils ont chaviré 2 fois, donc je ne sais plus si la première fois ils sont à la cape ou en fuite, ou vice-versa. Donc l'histoire, c'est qu'ils font une première tentative, ils chavirent, ils abîment le bateau, ils rejoignent un port, ils réparent, ils repartent, ils reprennent du mauvais temps, ils chavirent, ils abîment le bateau, bon, et là ils ont abandonné, quoi. Donc, on va dire par exemple, la première fois qu'ils ont chaviré, ils étaient en fuite. Et Beryl, c'est elle qui est à la barre, donc elle raconte bien, tout se passait à peu près bien, et puis à un moment, elle tourne la tête, elle voit une immense vague, et elle comprend que le bateau va pas passer ça, donc le bateau fait un départ au lof, se fait coucher, et il chavire, c'est-à-dire que là, lui, il chavire complètement, il fait le tour complet, quoi. Ils vont avoir beaucoup de casse. Après, dans la deuxième expérience, comme la première fois ils étaient en fuite, ils se disent on va utiliser une autre technique, on va se mettre à la cape. Donc ils se mettent à la cape, une vague arrive, elle prend le bateau, ils se font coucher, chavirer, terminer, rocasse, etc. Alors, ce cas-là, il est intéressant parce qu'il montre qu'ils ont essayé 2 techniques, et que les 2 techniques, elles n'ont complètement pas suffi, quoi. Les 2 techniques les plus classiques qu'on peut utiliser dans du mauvais temps, même si maintenant c'est vraiment la fuite qui est la plus courante, mais eux ils ont utilisé les 2, et vous voyez que les 2, ça n'a pas fonctionné. Et donc moi là je dirais que la principale cause, c'est qu'en fait au large du Chili, c'est un peu comme le golfe de Gascogne, vous avez des grands fonds, et puis à un moment les fonds remontent assez violemment. Si vous trouvez à cet endroit-là dans de très très mauvais temps, et c'est extrêmement dangereux parce que vous vous mettez à avoir une mer qui va devenir dantesque, avec en plus dans les mers du Sud, il y a tout le temps une mer croisée. Donc là, la houle, elle a tout le Pacifique pour venir. Elle arrive sur cette remontée de fond, donc les vagues deviennent relativement monstrueuses, elles peuvent être croisées, etc. Voilà, c'est typique chance-malchance, c'est-à-dire ils se sont trouvés les 2 fois au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà. Et entre guillemets, l'erreur, il y a une erreur de l'équipage, enfin du skipper, c'est quand ils choisissent la route. Il n'aurait pas fallu qu'ils choisissent une route comme ça. C'est en fait plus difficile d'aller au Chili, de s'arrêter au Chili, puis de vouloir descendre au Cap Horn, que par exemple venir de Tahiti, faire ce que Moitessier avait fait d'ailleurs. Et lui d'ailleurs, il avait analysé, Moitessier, quand il fait la première fois le Cap Horn, il avait analysé l'accident des Smithon, de Tsu Hang, et lui, c'est pour ça qu'il avait dit je pars de Tahiti, je descends dans le sud, je navigue dans les mers du sud, et j'arrive au Cap Horn, mais comme ça j'arrive de loin, et j'évite cette zone le long de la côte chilienne qui est extrêmement dangereuse. Voilà. Alors après, écoutez, si ça vous intéresse, il y a eu plein d'autres cas. Il y a chez Lina, sur Jean du Sud, qui avait chaviré et dématé. Lui, c'était sur un Albert 30. Il essayait de faire un tour du monde par les mers du Sud. C'est lui qui a conçu mon régulateur. Il a fait un livre et un film excellent. Il y a aussi Alain Calita sur Naïla, donc là un plan Karoff, 9,50 m par 3,37 m, 1,50 m de tirant d'eau par 5 tonnes, donc un bateau relativement proche de Tao, sauf que lui il est en quillard et moi je suis en dériveur. Et lui aussi a fait un tour complet et dématé dans les mers du Sud, il essayait de faire un tour du monde par les 3 caps. Et puis Joshua qui a fait 2 knockdowns, donc knockdown c'est-à-dire il n'a pas fait le tour complet, il a juste mis les mains dans l'eau. Lui donc il faisait 12 mètres de long par 3,68 m, 14 tonnes le bateau, donc un déplacement lourd. Et lui il fait ça, quand il fait sa longue route, quand il attaque le 2e tour du monde. Donc lui il en parle dans son livre aussi, donc je me souviens bien qu'il cite le problème de la fatigue, lui aussi il commençait à être assez épuisé à ce moment-là.
Et il explique aussi qu'en fait, il est à la mauvaise saison, là, quand il retraverse la deuxième fois l'océan Indien, il est dans la mauvaise saison et qui se met à avoir des mers quand même vraiment violentes et vraiment dures. Alors pourquoi je vous cite ces cas-là ? C'est parce que je vais introduire une nouvelle notion là dans les conclusions qu'on peut tirer. C'est qu'on voit que les bateaux, là, il y a un peu de toutes sortes de bateaux, quoi. Donc Joshua, c'est un déplacement lourd, 14 tonnes pour 12 mètres. Tsuhang, c'est plutôt aussi pareil, 14 tonnes pour 13 mètres, un déplacement lourd. Il y a des déplacements légers comme le bateau d'Alain Kalita, alors pas ultra léger, mais enfin plutôt léger, 5 tonnes pour 9 mètres. Les Damiens aussi qui ont chaviré, eux c'était 10 mètres 10 par 3 mètres 08 de large pour un déplacement de 5 tonnes pour un tirant d'eau d'1 mètre 45, donc eux aussi quand même plutôt un déplacement léger, ils ont chaviré. Il y a des bateaux à quilong comme Joshua et Tsuhang et des bateaux plutôt modernes. Il y a un bateau comme Neila qui était en aluminium, donc à bouchin, et des bateaux en forme. Donc on s'aperçoit qu'on a fait presque un petit peu toute la panoplie sauf un dériveur, etc. Alors un dériveur, vous pouvez trouver aussi sur internet un dériveur intégral qui avait chaviré sur l'Atlantique et d'ailleurs coulé, qui s'appelait d'ailleurs Tao, mais c'est pas moi, et qui était un bateau de 12 mètres. Donc moi ça va me permettre de conclure cette vidéo. Et la conclusion un petit peu, c'est que les petites bagarres de chapelle pour vous expliquer que non, moi je navigue que sur un bateau comme ci, non mais moi c'est un bateau comme ça, non mais moi c'est un bateau avec un grand tirant d'eau, non c'est un bateau avec un petit tirant d'eau, non c'est ci, non c'est ça. Qu'en fait, premièrement, tous les bateaux peuvent chavirer dans certaines conditions, quelle que soit, je dirais, leur forme, leur tirant d'eau, etc. Que la taille n'a pas l'air non plus de beaucoup gêner. J'ai cité des grands bateaux, ils ont chaviré, des petits bateaux, ils ont chaviré. Donc, quelle que soit la taille, le lest, etc., tous les bateaux, à certains moments, dans certaines conditions, dans des mers ultra-violentes, etc., peuvent chavirer. Donc, la voile, il y a quand même un facteur chance ou malchance. Et voilà. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que visiblement, beaucoup de ces bateaux ont chaviré en étant en fuite, mais que vous voyez qu'il y en a un autre qui, lui, était à la cape et il a quand même chaviré. Alors je coupe la vidéo au montage parce que je m'aperçois que j'ai oublié de parler de Tao. Donc malgré le fait que j'ai fait un tour du monde, que j'ai été 2 fois en Patagonie, que j'ai fait l'Atlantique Sud en plein hiver avec, que j'ai été en au nord de la Norvège, que j'étais en Islande avec, j'ai jamais réussi à chavirer avec ce bateau. Alors j'ai rencontré une vague vraiment d'une violence inouïe en Nouvelle-Zélande. Elle a pris le bateau, elle a eu tendance à le faire rouler, mais il n'y a pas eu le phénomène de croche-pied et le bateau en fait a complètement glissé dans la vague. Il s'est fait frapper plusieurs fois, ça a été vraiment très très violent. J'ai pris énormément de gîtes, je suis passé par-dessus la table du carré, je dormais d'un côté, malgré la toile anti-roulis, je me suis retrouvé de l'autre côté du bateau, ça a été très très violent. Mais le bateau n'a pas chaviré. Alors à combien il agitait, je ne sais pas, il était peut-être à 80 degrés ou 70 degrés, quoi. Mais voilà. Et là, on sentait bien qu'il n'y avait pas le phénomène de croche-pied, et c'était vraiment un phénomène de glissement, quoi. Le bateau était en train de se faire déplacer par la vague, et il a, je ne sais pas combien de mètres il a glissé latéralement, mais il y avait vraiment, c'était vraiment assez impressionnant d'ailleurs. J'ai quand même un petit peu, eu une sacrée appréhension, et j'ai quand même ouvert les placards pour voir si le bateau, il n'y avait pas quelque chose de cassé dedans, parce que ça a été très très violent. Mais je pense que si j'avais été sur un bateau avec un grand tirant d'eau, dans ce cas-là, le bateau avec le grand tirant d'eau serait moins bien débrouillé parce qu'il y aurait eu le phénomène de croche-pied. Là, on ne le sentait pas, quoi. Voilà, il a glissé, et il glissait complètement dans la vague, quoi. Voilà. Après, une des qualités de Tao, c'est que quand je suis en fuite, il est très stable de route, probablement dû en partie à ses bouchins, mais probablement aussi à un équilibrage des poids. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'un gage de sécurité dans du mauvais temps, quand vous êtes en fuite, si vous choisissez la fuite, c'est d'avoir un bateau stable et d'avoir un pilote ou un régulateur d'allure capable de le barrer de façon efficace, quoi. Voilà, donc du coup, par exemple, sur Tao, malgré tous les milles que j'ai fait avec,
Pour l'instant, je n'ai jamais fait un vrai départ au lof comme on peut le faire avec d'autres bateaux. Voilà, on reprend la vidéo. Voilà, c'est pour ça un petit peu, je vais conclure là-dessus, et je voulais dire aussi que c'est un petit peu la raison pour laquelle je n'aime pas donner des avis sur des bateaux quand on me demande dans les vidéos. Parce que vous voyez qu'en fait les avis tranchés, bah, c'est quand même un peu bidon, quoi, parce que en fait, voilà, tous les bateaux de croisière peuvent avoir des petits soucis, quoi. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bonne journée à vous, bonne navigation, be safe, au revoir.